Bonjour à tous. Aujourd'hui, un cours sur le réseau gaz naturel, les gaz domestiques et les missions pompiers, les interventions pompiers en rapport avec, avec le gaz. Donc le cours fait directement suite à celui sur l'explosimétrie, qui parle des risques sur le gaz, LIE, LSE, etc. Voilà, donc je vous invite à regarder le cours qui est un prélude à celui-ci. Donc les gaz domestiques tout d'abord. Quelques rappels sur les gaz domestiques, donc on en connaît trois types qui sont utilisés quotidiennement, le méthane, le butane et le propane. Donc tous ces trois gaz sont des hydrocarbures. Donc hydrocarbures, rappel, composition du mot hydrogène et carbone. Ils sont très volatiles, inflammables et calorifiques, naturellement incolores et inodores, ça c'est très important. Alors, je dis qu'ils sont naturellement inodores, mais ils sont odorisés lors de l'arrivée en France. C'est la France qui l'odorise notamment avec ce produit, avec du THT qui donne cette odeur caractéristique de soufre. Et voilà, on a décidé de mettre ce produit, cet additif dans le gaz justement pour qu'il ait une odeur et pour pas qu'on puisse se retrouver avec des fuites de gaz sans odeur, ce qui serait extrêmement dangereux. Dernier point, ils ne sont ni toxiques ni polluants. Alors oui, ils ne sont pas toxiques en effet, vous pouvez respirer du gaz, il n'y a pas de problème à première vue. Le seul problème qui pourrait arriver rapidement, c'est si le gaz devient trop présent dans l'air et qui commence à chasser l'oxygène de l'air, et dans ce cas, il deviendrait problématique. Mais voilà, c'est pas du tout comme le monoxyde de carbone, où le monoxyde de carbone va remplacer l'oxygène dans votre corps. Là, le gaz ne pose pas de problème tant que le taux d'oxygène dans l'air est bon, lui. On reviendra sur le monoxyde de carbone, il y aura un cours dédié là-dessus. Donc, ces trois grands types de gaz, le méthane qui est distribué par GRDF, ce qu'on appelle le gaz de ville, il est toujours sous forme gazeuse, il est plus léger que l'air, il a tendance à monter, à s'envoler. CLIE et LSE sont de 5-15%. Ensuite, on a les GPL, le butane et le propane, qui sont tous les deux stockés en réservoir, c'est les grosses cuves blanches, généralement, que vous voyez à côté des maisons. Donc, ils sont tous les deux stockés sous forme liquéfiée à l'intérieur de ces cuves. Ils sont tous les deux plus lourds que l'air, donc ils auront tendance à tomber et à se former au niveau du sol. Les LIE, LSE relatives, donc pour le butane c'est 1,5, 8,5%, le propane 2,2, 9,5%. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça, les LIE, LSE qui sont différentes de ces trois gaz, c'est pour ça que votre chaudière, par exemple, si elle est configurée pour du butane et que vous voulez la brancher au gaz de ville, ça va pas marcher, il va falloir une petite reconfiguration de la chaudière pour que voilà, ces taux, ces pourcentages de gaz dans le mélange soient bons et que votre chaudière puisse marcher avec un gaz ou l'autre. Voilà. Parlons un peu de la distribution du méthane, ce qui va nous intéresser le plus. Donc c'est le gaz de ville, c'est le gaz qui circule dans les conduites dans la ville jusqu'à votre maison. Donc de l'importation à la distribution, donc on importe le gaz naturel en France à 98%, soit via des interconnexions terrestres, c'est-à-dire des conduites, soit des méthaniers qui transportent le gaz naturel liquéfié. Voilà. Ensuite, ils sont stockés, les deux grands opérateurs de stockage, c'est Storenergy et TIGV, qui est une filiale, qui sont toutes les deux filiales soit de GDF Suez, soit de Total. Ensuite, pour le transport, on a deux grands gestionnaires, GRTF Gaz et TIGV, encore une fois. Et finalement, ce qui nous intéresse, nous, surtout, ça va être la phase 4, la phase de distribution, avec GRDF qui assure la gestion du réseau. Donc nous, en tant que pompiers, GRDF, ça va être notre interlocuteur privilégié pour toutes les missions de type gaz. Voilà. Donc GRDF a une cellule urgence gaz avec des gaziers qui sont formés pour les missions pompiers, etc. Donc,
on a 5 types de pression distincts dans le réseau gaz naturel, hein, le réseau méthane. Donc on a tout d'abord celui qui est en bas dans l'image, le réseau de transport, qui est un réseau haute pression, qui est de 20 à 100 bars. Donc c'est la pression à laquelle le gaz est transporté dans cette conduite haute pression. Ensuite, on va avoir de la moyenne pression qui va être transformée via des postes d'étendeur haute pression vers moyenne pression. Cette moyenne pression a 4 niveaux différents, moyenne pression A, B et C, qui ont des niveaux de pression différents, allant de 50 millibars jusqu'à 20 bars, hein, donc par des postes de détente. Et ensuite, on va arriver dans les basses pressions, ce que vous allez retrouver chez vous directement ou dans votre immeuble. Voilà. Donc basse pression de 0 millibars à 50 millibars. Donc voilà. Là, le petit poste d'étendeur individuel, c'est ce qu'on a en ce qu'on appelle les coffrets de façade, hein, ce qu'il y a en limite de votre propriété. Donc voilà. C'est à ce niveau-là, entre la moyenne pression et la basse pression, que la plupart des missions de pompiers vont s'effectuer sur le réseau gaz naturel. Et bien parlons-en justement de ces missions de sapeurs-pompiers. La plus importante, la plus connue, hein, c'est bien sûr les missions sur les fuites de gaz. Alors ces fuites peuvent être avérées ou non. Bon, bien sûr, nous on va se concentrer sur les fuites avérées pour le moment. Cette fuite donc peut être soit fermée, c'est-à-dire une fuite sur un réseau de distribution pour laquelle on ne voit pas un dommage sur l'ouvrage. Hein, c'est généralement des fuites, voilà, un tuyau qui devient poreux avec le temps, etc. C'est vraiment les fuites les plus vicieuses, hein, parce qu'on ne sait pas du tout d'où elle vient. Généralement, il faut du temps pour les trouver, il faut faire venir des engins de chantier, etc. pour terrasser, et pour forer, pour carotter, etc. pour faire des relevés en profondeur et trouver où est la fuite. On a la fuite ouverte, qui est la fuite de gaz avec échappement à l'air libre. Hein. La majorité des fuites, c'est suite à un engin de chantier qui a arraché une conduite, etc. Et on a également les fuites de gaz dans un bâtiment. Voilà, pareil, un appareil qui peut devenir défectueux, une chaudière, une gazinière, etc. Et les fuites de gaz enflammées, qui elles peuvent faire partie des 3 autres fuites, sauf qu'en plus il y a une source de chaleur qui a été mise en contact et s'en est suivi une inflammation de cette fuite. Alors je vais vous parler des procédures gaz classiques et procédures gaz renforcées dans le SDIS 90. Donc la procédure gaz classique dans le SDIS 90, l'engagement minimum c'est un FPT, un VIRT, un chef de groupe. Voilà. La procédure gaz renforcée, on va s'arrêter un peu dessus parce que c'est important. La procédure gaz renforcée, c'est une procédure, comme son nom l'indique, renforcée, qui a pour vocation de demander à GRDF de couper le réseau à l'alerte. Donc cette procédure, vu qu'il y a coupure de réseau à l'alerte, c'est pas anodin, elle est utilisée sur des fuites avérées. Hein. On est certain qu'il y a fuite de gaz, c'est-à-dire une fuite fermée sur VP, une fuite enflammée sur coffret, mais également à la demande du COS, hein, pour les fuites ouvertes sur VP dans un bâtiment. Hein. Et dans tous ces cas, la fuite de gaz renforcée, l'engagement minimal dans le territoire, c'est 2 FPT, le VIRT, un VPRV, un poste de commandement, un chef de colonne et 4 chefs de groupe. Voilà. Donc cette procédure gaz renforcée, généralement quand elle est mise en place, c'est que ça va durer longtemps. Voilà. Généralement les fuites fermées sur VP, il y a un démarrage de la procédure gaz renforcée, et là c'est des interventions qui peuvent durer quelques heures. La conduite à tenir pour les sapeurs-pompiers face à une intervention de type gaz. Alors tout d'abord, on a le zonage. Donc le zonage, qu'est-ce que ça correspond? C'est-à-dire s'il y a une fuite qui est détectée à cet endroit-là, dans les 50 mètres à la ronde, on va créer ce qu'on appelle une zone d'exclusion. Donc la zone d'exclusion, c'est une zone déterminée et délimitée par les sapeurs-pompiers. Alors 50 mètres à la ronde, hein, c'est façon de parler, hein, ça peut être modifié en fonction
en fonction de les bâtiments, comment sont situés les bâtiments, comment si c'est une zone densément peuplée ou non, etc. Voilà. Dans cette zone d'exclusion, interdit au public, interdit d'accès, seuls les personnels autorisés sous EPI accèdent à cette zone. Et généralement, voilà, ça va être soit évacuation des personnes du public dans cette zone, soit confinement, au choix. Ensuite, en orange, à 100 mètres à la ronde autour de la fuite, on a une zone contrôlée et de soutien, donc tenue par les forces de l'ordre, les SP, le public est interdit, pardon, mais les sapeurs-pompiers, généralement, y établissent leurs moyens, hein, stationnent les fourgons, etc. Donc ce zonage concentrique, hein, vraiment très simple, il est mis en place, on va dire, s'il n'y a pas de vent. Voilà. Si on commence à avoir des vents qui vont pousser le gaz dans une direction, le zonage va s'étendre vers cette direction. Ce qui est logique, hein, parce que le gaz va être porté dans cette direction, et donc les risques vont pouvoir se déplacer vers cette direction. Donc on peut aller jusqu'à 500 mètres, une zone contrôlée de 500 mètres dans la direction du vent. Les conditions d'engagement sur fuite de gaz, donc positionnement des engins en dehors des zones d'exclusion, avant l'adresse indiquée, bien sûr, il ne faut pas faire rouler son engin devant l'endroit où est censé venir la fuite de gaz, ce serait dommage. Engager en zone d'exclusion le minimum de personnel en limitant l'émission et le temps d'exposition, bien sûr, avec port des EPI, aériporté sur ordre du COS. Et bien sûr, ça très important, tout matériel non ATEX qui est formellement interdit, c'est-à-dire dans les matériels non ATEX, on pense très souvent aux BIP, aux téléphones portables, aux montres connectées, aux lampes non ATEX, enfin tout matériel non ATEX. Pour rappel, j'en profite pour parler, les TPH 700 qui sont utilisés ne sont pas ATEX. Hein. Il y a des TPH 700 ATEX, mais ceux qu'on utilise généralement n'y sont pas. Et bien sûr, établissement et positionnement du porte-lance sous protection. On va se reconcentrer maintenant sur les coupures gaz. Alors, la coupure gaz, c'est vraiment primordial, hein, c'est important parce que en cas de fuite de gaz, plus la fuite dure, plus bien sûr le gaz présent dans les canalisations va s'échapper, va se répandre dans le bâtiment, va se répandre, va former des poches, etc. Et donc, par conséquent, le risque d'explosion va forcément augmenter en transformant une atmosphère riche en oxygène vers une atmosphère de plus en plus explosive, une atmosphère ATEX. Donc bien sûr, la coupure doit être rapide, et nous, en tant que sapeurs-pompiers, on a des domaines de coupure qui nous sont restreints. Alors, de préférence, on va essayer de couper le gaz au plus près de la fuite, hein, ce qu'on appelle barrer le gaz, au plus près de la fuite, soit sur l'appareil défectueux, hein, si on est dans le cas d'une chaudière qui fuit, on va essayer de couper le gaz au niveau de la chaudière, si c'est pas possible au niveau du compteur individuel, si c'est pas possible en façade d'immeuble, et ainsi de suite, voilà, le plus près. Parce que, bien sûr, si on commence par couper en façade d'immeuble, et qu'il y a juste une chaudière qui fuit, et au final, tout l'immeuble se retrouve coupé de gaz, ça va être embêtant. Surtout que une coupure gaz n'est pas anodine. Une coupure gaz nécessite une remise en marche par GRDF du réseau gaz, on ne peut pas simplement fermer le bouton et le rouvrir. Hein. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans cette diapo. Quand une coupure gaz est effectuée, il ne faut absolument pas réouvrir la vanne, c'est pas à nous, c'est à GRDF, et quand une vanne est fermée, il ne faut pas l'ouvrir. Donc les secteurs, là c'est un petit schéma. Le plus à droite, c'est on est à l'intérieur du bâtiment, on est dans la chaudière, là on est sur la vanne gaz chaudière, là on est sur le compteur particulier, ensuite on se trouve à l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire en raccord immeuble, et ensuite les plaques VP. Alors nous, en tant que sapeurs-pompiers, on a le droit de couper dans toute cette zone verte, c'est-à-dire jusqu'au raccordement immeuble, les plaques rondes, avec les indications gaz bâtiment. Passer ce niveau, arriver sur VP avec des plaques ovales avec des indications réseau,
donc sur les plaques c'est marqué gaz réseau, et pas gaz branchement, hein. Tout ce qui est gaz réseau et plaque ovale, interdiction de toucher pour les sapeurs-pompiers. Voilà, parce que là, ça va couper des secteurs complets, des quartiers complets possiblement, et ça va poser de gros problèmes pour la remise en marche du gaz, et donc ça va être très long et très coûteux, et c'est pas forcément nécessaire. Donc laissez cette intervention à GRDF uniquement. Parlons maintenant de l'explosimètre, du détecteur multigaz, multifonction aussi appelé, qui est un appareil qui va être essentiel pendant les interventions type gaz, et beaucoup d'autres interventions, mais là on va se concentrer sur les interventions gaz, hein. Donc c'est un appareil portatif, ce petit appareil jaune, généralement, il y en existe plusieurs modèles, hein, nous on a celui-là. Appareil portatif ATEX, donc celui-là il peut être emmené en atmosphère explosive, hein, en atmosphère ATEX, ce qui est logique parce que c'est quand même son rôle. Il est utilisé pour détecter la présence d'un gaz ou de vapeur combustible dans l'air, et il affiche le résultat en pourcentage de la LIE, pourcentage de la limite inférieure d'explosivité. Donc je vous renvoie sur le cours sur l'explosivité pour comprendre ce que c'est que la LIE. Voilà, donc on a des alarmes sonores et visuelles qui se déclenchent à différents seuils. Par défaut, il est configuré le seuil bas à 10% de la LIE, haut à 20% de la LIE. Alors on voit bien que 10% de la LIE, 20% de la LIE, on est encore loin de l'explosion, mais ça veut rien dire parce que c'est une mesure ponctuelle. Qui dit mesure ponctuelle dit à l'endroit où on vient de détecter, il y a peut-être que 20% de la LIE, mais 5 mètres plus loin, dans un coin de pièce, il y a peut-être 100% de la LIE, on est dans une atmosphère explosive. D'accord ? Donc, la détection se fait en fonction du type de gaz, bien sûr. Si on est sur du gaz, une fuite de gaz de ville, c'est du méthane plus léger clair, on va promener son explosimètre au niveau des plafonds, en partie supérieure des pièces, on va chercher. Si on est sur du butane, propane, donc une fuite gaz bouteille, ils sont plus lourds que l'air, on va balader son explosimètre au niveau du sol. Voilà. Et encore une fois, c'est un détecteur pour détecter la présence d'une atmosphère explosive, mais pas du tout pour rechercher une fuite ou effectuer une valeur précise du volume de gaz dans la pièce. Pour ça, il faut utiliser un explosimètre catharomètre, qui lui est vraiment un appareil présent pour avoir une mesure précise en pourcentage d'un volume gaz, voilà, en ppm. Et donc ça, c'est dans les engins risque techno généralement. Voilà. Voilà pour ce petit cours concernant le gaz, le réseau gaz naturel, hein, et tout ce qui est mission pompier relative aux interventions de gaz. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à votre disposition dans les commentaires. Pensez à partager si ça vous convient, et puis n'hésitez pas à me dire quel autre sujet de vidéo je pourrais aborder. Voilà, merci. Au revoir.